Alors, l'avion. Il y a plus d'intro longue là, l'avion. Ça dit quoi? Écoutez-moi, comme beaucoup de gens, j'ai peur en avion. Mais Lucas, c'est le moyen de transport le plus sûr, je m'en fous. C'est le moyen de transport aussi, un crash, tu es mort. Bien sûr que j'angoisse du crash, parce que s'il arrive, je suis mort. Il y a beaucoup plus de décès, par exemple, dans des accidents de voiture. Ok, soit. Mais il y a aussi beaucoup d'accidents de voiture où il n'y a pas de mort, et où les blessures sont mineures. J'ai tort d'avoir peur de l'avion, je le sais, mais j'ai quand même peur. C'est un truc que je maîtrise pas. Ma vie, elle est entre les mains d'un équipage que je connais pas, moi, je sais pas ce qu'ils ont fait la veille. Et l'appareil, il est vérifié par des gars, je sais pas moi. Ça arrive à tout le monde, tu sais, d'être un peu étourdi pendant 20 secondes. Bon, je suis parano. Je suis méga parano, je sais que c'est le moyen de transport le plus sûr, surtout en 2020, qu'il y a très peu de gens qui décèdent ou qui sont blessés à cause d'un crash ou d'un vol d'avion. Je sais tout ça. Mais... Sauf qu'à une autre époque, c'était pas aussi sécurisé que maintenant. Je vous parle par exemple des années 70. Oh bah tiens, c'est marrant, c'est les années où il y a eu Action Park. Bref, j'ai checké un peu toutes les histoires ouf qu'il y a autour de crash d'avion. Les histoires où en gros un avion chute de plusieurs kilomètres et il y a un ou plusieurs survivants, ce qui est incroyable. En France, le crash d'avion le plus médiatisé, ça a sans doute été l'histoire du vol 626 Yéménia qui s'est malheureusement crashé dans l'océan Indien et tout le monde est décédé sauf une personne. Et le pire, c'est que c'était il y a seulement 11 ans. Donc la technologie et la sécurité avaient déjà bien avancé. Aujourd'hui, j'ai pas trop envie qu'on bade et qu'on se traumatise tous vis-à-vis des avions. Donc on va parler, comme pour Action Park, d'histoires qui ont eu lieu dans les années 70. De deux histoires qui ont retenu mon attention. Tous ceux qui kiffent les faits divers, les petites histoires à droite à gauche, vous les connaissez peut-être. Spoilez pas votre voisin si vous regardez la vidéo à plusieurs. Attention, hein, la première histoire, c'est probablement la plus dingue qu'il y ait eu autour d'un crash d'avion. Ça s'est passé dans les années d'espoir parce qu'il y a eu beaucoup de survivants en vrai, mais d'un autre côté qui est très badante parce qu'elle montre qu'il faut se battre pour s'en sortir. Bref, on y va. C'est le vol Fuerza Aérea Uruguaya 571. Ça se passe dans les années 70, comme je vous ai dit, on est précisément le 13 octobre 1972. Ce vol-là, il part de Montevideo en Uruguay, direction Santiago au Chili. Et à son bord, il y a toute une équipe de rugby, le All Christians Club de Montevideo qui doit disputer prochainement un match au Chili. À bord de l'appareil se trouvent aussi les proches des membres de l'équipe de rugby, ce qui amène le total de nombre de passagers à 40. Sans compter bien entendu les 5 membres d'équipage. Le vol se passe très bien, l'avion est en train de passer au-dessus de la cordillère des Andes, qui est une chaîne de montagnes très imposante, mais le pilote fait une énorme erreur responsable du crash. L'avion est à bonne altitude dans les nuages et il n'y a pas de visibilité, mais le pilote sait qu'en dessous de lui se trouve la fameuse chaîne de montagnes, sauf que ce jour-là, il va amorcer sa descente trop tôt à cause d'un vent de face qui fait que l'appareil allait moins vite. Le pilote s'aperçoit qu'il est alors au milieu de la chaîne de montagne et il essaie de remonter, mais c'est trop tard. L'appareil a alors percuté un premier pic de glacier qui va tout simplement lui arracher l'aile droite et la queue, dans laquelle se trouve une partie des passagers. Bien entendu, suite à ça, l'avion ne peut plus reprendre de l'altitude et se sortir de là, et il va même heurter un deuxième pic de glacier qui va cette fois arracher l'aile gauche. Du coup, il n'y a plus que le corps de l'avion, sans la queue, qui chute dans la montagne et qui atterrit dans la neige et qui glisse sur plusieurs centaines de mètres avant de naturellement s'arrêter. Le corps de l'avion est donc sur un glacier à 3600 mètres d'altitude. D'un côté, c'est mieux ça que de tomber de 3600 mètres, de l'autre côté, c'est les pires conditions. Bilan du crash, 9 passagers meurent à l'impact, dont les passagers qui étaient dans la queue de l'appareil, mais quand même, 33 survivants. C'est énorme. Le Chili, l'Uruguay et l'Argentine savent que l'appareil s'est craché dans les montagnes et ils mettent tout en œuvre pour essayer de retrouver l'appareil et de venir au secours des passagers. Malheureusement, l'avion, il est blanc et il est à 3600 mètres d'altitude dans de la neige, ce qui le rend parfaitement invisible vu du ciel. Sachez que le commun des mortels, à 2500 mètres passés d'altitude, a des problèmes. C'est vraiment selon l'organisme de chacun et même si tu as un corps très sain, en bonne santé, tu peux avoir des vertiges, ton cerveau pas assez alimenté en oxygène, bref, c'est super dangereux. L'autre souci aussi, c'est qu'il fait très froid à 3600 mètres. À ce moment-là, dans ces montagnes-là, la nuit, la température peut baisser et avoisiner les moins 30 degrés. Dès le premier jour, ils vont être malins et rassembler tous les stocks de nourriture qu'il y a dans l'avion, mais c'est pas grand-chose. C'est des sucreries, du chocolat, un peu d'alcool, enfin, il n'y a pas de vrai repas, il n'y a pas de quoi tenir longtemps. Mais ils sont prévoyants, ils ont très vite compris l'environnement dans lequel ils étaient et ils savent que s'ils veulent survivre, leur essentiel problème va être la nourriture. La première nuit, 3 de nos survivants vont malheureusement perdre la vie des séquelles de leurs blessures. Il y aura un mort aussi le deuxième jour et le 8e jour. Les survivants sont vraiment malins, je trouve, par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent et ils vont mettre toutes les chances de leur côté en organisant des expéditions. Malheureusement, à cause des conditions climatiques, ça peut pas être des grandes expéditions, mais il y en a qui partent quand même à plusieurs kilomètres de la dépouille dans l'espoir de trouver de l'aide. Fernando Parado, lors de son expédition, tombe sur la queue de l'avion qui s'était détaché. Malheureusement, il n'y a aucun survivant, mais il y a juste un appareil photo que Fernando va récupérer et avec lequel il va photographier la vie quotidienne du groupe pendant plusieurs semaines. Vous vous en doutez, au fil des jours, les stocks de nourriture baissent, il n'y a pas de nouvelle nourriture puisqu'il n'y a aucune forme de vie aux alentours. Du coup, nos survivants sont dans la merde. Fernando Parado explique alors au groupe qu'il songe à manger le corps du pilote pour ne pas mourir de faim. Corps du pilote qui, grâce à la neige et à la température, est parfaitement
conserver. Après une grande discussion, les survivants comprennent que leur seule chance de survivre, c'est de faire ça. Ils vont donc tous décider de se nourrir du corps des victimes et ils vont faire une sorte de pacte entre eux qui stipule que si l'un d'eux meurt entre-temps, les autres ont le droit de le manger. Honnêtement, qui sommes-nous pour juger? Je sais pas du tout ce que j'aurais fait à leur place. 11 jours après le crash, Roy Harley apprend grâce à la radio de l'avion qu'ils ont entre-temps réparé que les recherches ont été abandonnées par les autorités. Malgré ça, le groupe va pas se décourager, l'instinct de survie il est là et il multiplie les expéditions toujours dans l'espoir de tomber sur de l'aide, une quelconque forme d'aide. C'est un environnement hyper hostile qui malheureusement réduit fortement leurs chances de tomber sur de l'aide et qui aussi cause d'autres problèmes, comme par exemple au 17e jour lorsqu'une avalanche s'abat sur la dépouille de l'avion, entraînant la mort de 8 de nos survivants. Cet enchaînement de malchance est dingue. Ça fait 2 mois que nos survivants sont là et ils comprennent que le seul moyen pour eux de s'en sortir, c'est d'aller chercher à l'aide parce que personne ne se doute qu'il y a des survivants et personne va lancer des recherches pour les aider. Le 12 décembre, Fernando Parrado, Roberto Canessa et Antonio Visintin s'équipent des vêtements les plus chauds, prennent le plus gros de la réserve de nourriture et s'embarquent dans une expédition très lointaine dans le but d'enfin trouver de l'aide. Malheureusement, le 3e jour de cette expédition, Antonio glisse et se blesse, ce qui l'oblige à retourner à l'épave et à laisser ses 2 camarades continuer l'expédition sans lui. Le 20 décembre, après une expédition de 8 jours, Fernando et Roberto aperçoivent au loin des prairies vertes et ils tombent enfin sur un être humain, en l'occurrence un paysan qui s'appelle Sergio Catalan. Il lui explique qui ils sont et ce qui leur est arrivé et Sergio va taper ses meilleures heures de cheval en direction des autorités pour les prévenir. Les autorités décident alors d'envoyer 2 hélicoptères militaires guidés par Fernando, hélicoptères qui vont enfin trouver le lieu du crash. Fernando et Roberto ont grave géré, ils ont réussi après 10 jours d'efforts à enfin trouver de l'aide. Sur nos 33 survivants à l'impact, il y en a seulement du coup 16 qui sont arrivés au bout des 2 mois. Mais ce qui reste énorme. Je trouve ça dingue cette capacité qu'ils ont eu à réfléchir, à s'adapter, à comprendre ce qui leur arrivait et à mettre toutes les chances de leur côté. Et ils ont même dû faire des choix horribles sous peine de ne pas échapper à l'issue logique des choses, à savoir mourir de famine. C'est assez dingue. Et Fernando, du coup le mâle alpha du groupe, il a sorti un livre du coup en 2006 qui s'appelle Les survivants dans les Andes. Et c'est le premier du coup de tous les survivants à avoir témoigné à l'écrit dans une œuvre de ce qui leur est arrivé. Je crois que c'est l'un des rares crashs d'avion où il y a eu autant de survivants et où du coup ils pouvaient réfléchir en groupe en fait, où ils n'étaient pas victimes de la solitude et de la folie du coup que ça implique d'être seul. Je suis certain que c'est pour ça qu'ils ont réussi à survivre aussi longtemps, c'est qu'ils étaient vraiment nombreux. Je sais pas, c'est assez intéressant, c'est assez unique en fait comme crash. Bref voilà, histoire très connue mais vraiment incroyable. Seconde histoire, c'est tout aussi incroyable mais c'est très différent. C'est aussi peut-être une histoire dont vous avez entendu parler tant elle est miraculeuse. C'est l'histoire de Julian Köpke. Petit background d'abord, Julian naît en 1954 à Lima, la capitale du Pérou, et ses parents travaillent au musée d'histoire naturelle. En 1968, quand elle a 14 ans, ils décident de créer Panguana, une station de recherche biologique en pleine forêt amazonienne. Ils veulent y étudier la faune et la flore et du coup Julian devient ce qu'on appelle une enfant sauvage, c'est-à-dire une enfant qui est scolarisée à domicile et son père lui apprend des tas de techniques de survie dans le milieu dans lequel ils sont, à savoir la jungle. Petite ellipse dans le temps, on est en 1971, Julian est sur le point de terminer ses fameuses études, c'est sa dernière année, elle va savoir si elle a passé ou non l'examen. Sa mère est de passage à Lima mais elle doit retourner à Panguana pour rejoindre son père le 19 ou 20 décembre. Mais Julian ne veut pas parce que le 23 décembre c'est sa cérémonie de remise des diplômes et elle aimerait que sa mère y assiste. Maria, sa maman, est une très bonne mère et du coup elle accepte la requête de Julian et elle décide donc de décaler son vol au 23 au soir pour rejoindre son mari et passer Noël avec lui. Malheureusement on est dans la période de Noël et tous les vols sont pleins sauf un vol. C'est celui opéré par la compagnie Lineas Aéreas Nacionales SA. Et s'il n'est pas complet, c'est parce que c'est une compagnie qui a une très mauvaise réputation, qui venait très récemment de perdre 2 avions dans des crashs. On est donc le 23 décembre et Maria assiste bel et bien à la cérémonie de remise des diplômes de Julian, après laquelle elle se rend à l'aéroport et monte bel et bien dans l'avion qui est censé les emmener à Pucallpa, l'aéroport le plus proche de Panguana, là où se trouve le père de Julian. Alors c'est pas un grand vol, hein, c'est même pas très loin, c'est à seulement 1 heure, et le premier tiers du vol se passe très bien. Aucun problème au décollage et aucun problème pendant précisément 25 minutes. À ce moment-là, l'avion traverse des nuages noirs très épais et il se met à trembler dans tous les sens. Il faut savoir qu'en avion, même encore aujourd'hui, tu peux te retrouver dans des turbulences qui font que ça bouge, mais un truc de malade. Écoutez, ça m'est arrivé, quand je vous dis que je me suis chié dessus, le mot est faible. Là, les secousses dont parle Julian, c'est des turbulences énormes. C'est les turbulences où tu sais qu'il y a un problème. D'un coup, il y a un énorme flash blanc dans l'avion et il se met à piquer du nez. Ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a un éclair qui a touché le réservoir de carburant de l'aile, ce qui a eu comme conséquence d'arracher l'aile. L'avion est en train de piquer du nez et Julian se souvient d'objets de Noël qui volaient partout dans la cabine, le tout sous les cris des passagers. C'est le dernier souvenir qu'a Julian avant de s'évanouir.
Elle se réveille un peu plus tard, dans le silence, et cette fois il n'y a plus un bruit, à part le bruit du vent qui siffle dans ses oreilles. Elle réalise qu'elle est toujours attachée à son siège, mais qu'elle est en pleine chute libre, qu'il n'y a plus d'avion autour d'elle. Elle est toute seule, à 3 km du sol, en train de tourner sur elle-même. Elle va rapidement se réévanouir à cause de la chute. En fait, l'avion s'est disloqué, ce qui fait que plein de rangées se sont détachées de l'appareil et sont tombées dans le vide. Plus tard, Juliane se réveille de nouveau et elle comprend immédiatement qu'elle vient de survivre à un crash d'avion. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que c'est la seule passagère qui a survécu. Les 91 autres sont décédés. On apprendra plus tard qu'apparemment elle a survécu parce qu'elle a atterri dans une partie hyper dense de la forêt et qu'il y a plein de branches et de feuilles qui ont amorti sa chute. Juliane se réveille donc, elle regarde sa montre et il est 9h du matin. Elle vient donc de passer presque 20 heures inconsciente. Elle entend d'ailleurs au-dessus d'elle des bruits de moteur qui sont en fait des avions qui cherchent le lieu du crash et de potentiels survivants. Malheureusement, comme pour l'autre vol, la forêt est très dense et vu du ciel, on ne voit rien à cause des feuilles des arbres. Juliane vient de faire une chute libre de 3 km et pourtant elle n'a que des blessures mineures. Ce qui est incroyable. Son premier réflexe, ça va être de crier le prénom de sa mère dans l'espoir de la retrouver. Mais après avoir crié pendant un moment, elle a toujours pas de réponse et elle comprend qu'elle est seule à l'endroit où elle a atterri. À ce moment-là, elle a un peu repris ses esprits et elle découvre qu'elle ne voit plus que d'un œil parce que les différences de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion ont fait exploser ses capillaires oculaires, tout simplement. Et bien entendu, dans le crash, elle a perdu ses lunettes, donc elle voit très mal. À ce moment-là, Juliane, elle a de la chance dans son malheur, c'est qu'elle connaît la forêt, elle connaît la jungle. C'est pas un milieu qui lui est hostile, contrairement à vous ou moi par exemple. Bref, Juliane se lève et se met à marcher dans l'espoir de trouver d'autres survivants. Elle va marcher une journée entière avant de tomber sur la dépouille de l'appareil, dans laquelle malheureusement sur les sièges restants, tous les passagers sont décédés, mais dans laquelle elle va trouver un paquet de bonbons, qui va lui être très utile puisqu'elle n'a aucune nourriture avec elle. Rapidement, Juliane tombe sur une crique, un point d'eau. Elle suit donc ce cours d'eau et décide de marcher dans l'eau parce qu'elle sait que c'est plus sûr que de marcher sur la terre. Et oui, sur la terre, il y a des plantes toxiques, il y a des serpents qui sont cachés, il y a des insectes venimeux. Et elle veut mettre toutes les chances de son côté. C'est un réflexe par exemple que j'aurais jamais eu. Petite ellipse, on est 10 jours après le crash. Juliane est toujours en vie, mais elle est très faible. Se déplacer devient de plus en plus dur à tel point qu'elle arrive à peine à tenir debout. En plus de ça, elle a une plaie au bras qui s'est infectée, c'est-à-dire qu'il y a des insectes qui ont pondu des œufs dedans et qu'elle a maintenant des asticots qui vivent dans son bras et qui se nourrissent de sa chair. C'est horrible! C'est notre phobie à tous. Elle, ça lui est arrivé. Son état la pousse à prendre la décision de se laisser porter par le courant d'une rivière, plutôt que de marcher et de dépenser de l'énergie, ce qu'elle n'a quasiment plus. Plus tard, cette rivière va l'amener à tomber sur un gros bateau. En voyant ce bateau, Juliane va d'abord penser qu'elle hallucine parce que c'est trop beau. C'est impossible. Sauf qu'en s'approchant, elle tend sa main et elle touche le bateau. Elle se rend compte c'est bien réel. En tournant la tête, elle voit qu'il y a un chemin qui a l'air d'avoir été pas mal emprunté par des hommes et qui mène en haut d'une colline. Elle utilise alors ses dernières forces et elle tombe sur une cabane. Et dans la cabane se trouve un En fait, il explique que les crashs d'avion, on survit en fait. Ça, j'ai بتنزل في عاد. نعرف لأن يفرج على سكوزي قال لا يقبل. لو قال لا يقبل. لو قال لا